Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel unboxing d'un gros KS qui vient d'arriver, 12 kilos de matériel, et c'est pas 12 kilos de figurines pour le coup, puisque c'est un jeu qui n'a pas de figurines. Et ce jeu, c'est League of Dungeoneers. Alors c'est quoi League of Dungeoneers? C'est un projet personnel d'un mec qui adore le dungeon crawler, qui s'appelle Michael, et je ne sais plus son nom, je vous le dirai juste après, qu'il y a son nom sur le bouquin. Et ce Michael, il a créé un jeu qui va comporter en fait un land crawler et un dungeon crawler, à savoir qu'on va naviguer sur une carte, sur une map, et ça va être de la rencontre aléatoire, ça va être des quêtes aléatoires, beaucoup de choses qui seront en aléatoire avec des tables de détermination. Donc c'est un jeu de rôle un peu à l'ancienne, entre jeu de plateau, livre dont vous êtes le héros, et jeu tactique, un peu à la... comment on appelle ça, Lord of Shadow, Rangers of Shadow Deep. Et donc voilà. Donc je vous propose de déballer cette grosse édition, qui est une édition complète. Vous allez voir qu'en principe, et j'espère, et il me semble que c'est le cas, on va avoir du matériel de qualité. Alors évidemment, c'est un projet personnel, ce qui fait que y a pas mal d'errata dans les livres de règles, parce qu'il y a eu des modifications de règles, mais qui n'ont pas toujours été répercutées quand elles étaient en double dans différents livrets. Donc voilà, pour cette première édition, il y aura un errata. Il faut le savoir. C'est pas parfait. Bon, dommage, la carte pliée, j'aime pas trop, ça va être difficile à... Elle est assez épaisse, donc ça devrait aller. Donc voilà la carte du royaume sur lequel on va naviguer, avec des petits hexagones. Vous avez des villes qui sont figées, ici. Et donc on va commencer à un endroit, peu importe l'endroit finalement, puisque en fait après, en fonction de vos personnages, de votre personnage plutôt, ou de vos personnages, je crois qu'on fait 4 personnages, eh bien on va avoir différentes aventures, différentes quêtes dans différents lieux, et tout ça, ça va être généré aléatoirement. Donc évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas équilibré, à savoir que vous pouvez très bien avancer, et puis d'un coup une rencontre, et vous vous faites exploser complètement, vous mourrez, vous terminez votre partie. Alors évidemment, on peut fuir, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fuient dans les premiers niveaux, mais voilà, c'est le style de jeu, c'est ça. Hein. Donc il faut pas... et puis donc on recommence des personnages, et ainsi de suite. Ça, c'est le tapis de jeu. Alors attention, ici on a la grosse boîte, l'énorme boîte. Donc j'espère que, contrairement à mon Isofarian Guard, j'espère bien que ça va être plutôt correct au niveau de la boîte, que c'est pas trop abîmé. Ça a l'air d'être bien protégé, hein, donc j'espère. J'espère aussi qu'à l'intérieur le livret soit correct. Il y a eu pas mal de problèmes sur le matériel. Alors, vu le nombre d'envois, peut-être que c'est rien. Il faut espérer de ne pas tomber dans un lot où ça a été mal fait. On va voir ça tout de suite. Il faut que j'arrive à extraire la boîte. Parce que tout était dedans. On va ouvrir cette boîte, bien épaisse. On va essayer de ne pas rayer le carton quand même. Donc évidemment, dans ce style de jeu, on va créer notre équipe. On va créer nos personnages. Il y a tout un système pour créer son personnage, comme dans un jeu de rôle. On est vraiment sur la frontière jeu de rôle, jeu de plateau et jeu tactique. La différence avec d'autres jeux, par exemple comme Dungeon Universalis, je pense que c'est moins complet, mais c'est aussi plus abordable, je pense. C'est pas un jeu simple, hein, mais je pense que c'est plus contenu, plus maîtrisé. De toute façon, j'avais eu du mal, moi, avec Dungeon Universalis. Je pense que c'est une super boîte à outils, mais plus pour rôliste. Ah si, j'ai la boîte qui a explosé aussi. Je viens de le voir en tirant le papier. J'ai ma boîte qui est explosée sur l'arête. Dommage. J'espère que ce ne sera pas le cas des tuiles dedans. Donc en bonjour, je suis la boîte de League of Dungeoneers. Bon, un côté explosé sur celle-là. C'est marrant parce qu'elle était bien protégée pourtant, donc pas de chance. Elle a dû tomber du mauvais côté à la poste. Donc ici on a des tuiles, oui, parce que les donjons sont aussi aléatoires. Vous allez voir qu'il y a un système de cartes, un peu à la manière d'un Warhammer Quest. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi un peu à la manière de Darklight, qui reprenait le principe de Warhammer Quest, à savoir, vous avez des cartes, donc vous avancez, vous avez une carte, vous tirez la tuile en fait que vous allez avoir, et puis si vous avez plusieurs embranchements, vous répartissez votre tas de cartes pour les différents embranchements. Donc on a en fait le chemin qui existe déjà, qui est prévu,
sauf qu'il est complètement aléatoire. Donc ça veut dire que votre quête peut être très rapide, vous pouvez trouver la salle rapidement, ou vraiment tout à la fin. Donc ici, pas mal de matériel, hein, on a les tuiles. Les standees qui sont magnifiques, on va les revoir en détail après. Des grandes salles pour différents donjons, et vous voyez qu'il y a un gros paquet. Hein. On va ouvrir, bon, ça va dépuncher là. Des portes, alors moi j'ai les versions portes 3D, en principe. Ici on a des plateaux, alors par contre du coup ici c'est plus des tuiles, c'est des grands plateaux pour les extérieurs. Sur lesquels on va pouvoir bouger aussi, regardez donc les extérieurs en plus de ça. Ici on a le plateau, donc c'est là exactement le tapis de jeu, hein, version plateau. Il est un peu plus marron, un peu moins vert, donc au goût de chacun d'utiliser l'un ou l'autre. Mais c'est exactement la même carte, la même taille, on va dire. D'accord, donc on a un choix de jeu, le tapis ou le plateau. Des sleeves pour les cartes. Des supports pour les standees, donc il va y avoir du gros standees, hein, on est sur du grand support, de différentes tailles, il y en a plusieurs des gros, c'est quand même pas mal prévu. Les petits standees pour les petits soldats. Alors ici c'est des versions plastiques, je crois que c'est les jetons, alors je sais pas ce que c'est les jetons d'initiative. De monstres d'ailleurs, je sais plus. Donc là c'est des versions plastifiées, donc je suppose qu'on a les jetons, je sais pas s'il y a les versions carton de cela. Du noir et du blanc. Ensuite, des pièces, donc des pièces en ferraille, des vraies pièces. Donc ça, ça nous économisera quelques standees quand même. Enfin, quelques dépunch. Belles pièces, des petites pièces, mais belles quand même. Je sais pas si on voit avec les reflets. Hop. Pour nos aventures, quelques pièces d'argent. Il y a de l'or aussi. Du bronze. Ou je sais pas ce que c'est celle-là. Ah ça c'est par 5. Et là c'est du 500 et du 10. Il y a de quoi faire. Des dés, donc on est sur du D20, du D6, du D12 et du D10. Voilà, on a l'ensemble comme un jeu de rôle, complètement. Ici, il y a encore un petit token en plus avec un petit support. Je sais pas ce que c'est, pourquoi c'est venu en plus. Il y a une sorte de rattrapage. Je sais pas du tout. Je sais pas ce que c'est que cette petite pièce plastique non plus. Encore des sleeves. Donc on va pouvoir sleever le jeu, c'est inclus dedans. Des petits cubes, ça c'est le truc. Un petit cube en bois. Donc là il y a un gros insert en plastique. Les portes en 3D qui sont plutôt cool. Ça on va retirer. Donc des portes fermées, plutôt sympa. Maintenant que j'ai terminé mes portes d'HeroQuest, elles sont plus grandes hein, que celles d'HeroQuest. Elles sont en double battant. Elles sont super sympas. Hein. Mais bon, je me suis tapé toutes les portes d'HeroQuest. Et en fait, c'est long à faire les portes, hein, finalement. Et entre le bois, les ferronneries et la pierre, c'est long à faire les portes. Et une fois qu'elles sont peintes, on peut les utiliser en plein endroit. Et qui dit porte fermée dit aussi porte ouverte. Hein, c'est la journée. Donc, on a la version ouverte des portes. Donc, c'est pas comme dans Bartsung, on peut pas les ouvrir, les fermer. On a une position ouverte, une position fermée. Mais au final, alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles tiennent bien à plat, parce que celle de Bartsung, en fait, c'était une super idée. On pouvait les ouvrir, les fermer. Sauf que déjà, au niveau de la peinture, ça frottait un peu et c'était pas terrible. Et c'est surtout que c'était pas équilibré. Alors que là, le socle est assez grand, c'est bien équilibré, même si les portes, elles sont vraiment complètement ouvertes, là. Mais c'est pas plus mal. Donc on verra ça dans un donjon. Sympathique porte en 3D. C'est pas du tout obligatoire, hein. Il y a des standees pour les portes. Donc peut-être que c'est un petit bonus, mais moi j'aime bien les portes dans les jeux. Je trouve que ça donne toujours un aspect 3D qui est sympa à avoir. Un petit sac League of Dungeoneers. Je sais pas ce qu'on y mettra.
Oh, un sac en simili-cuir. Ouais, cette fois-ci, c'est pas marqué League of Engineers. Sympa. Et on a une piste de dés League of Engineers. Pour faire des beaux fails, rien de vaut une bonne piste de dés. Alors ça, elle est petite, c'est bien. C'est bien aussi pour le voyage, peut-être. Peut-être l'emporter en vacances, celle-là. Hop. Mini piste League of Engineers, suffisant. C'est une bonne taille, ça aussi. Je n'avais pas cette taille-là. Très très cool. Donc on le voit au fond, marqué League of Engineers. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite dans cette boîte, dans cette énorme boîte? Des sacs pour ranger. Des pions qu'il peut y avoir, des grands sacs, avec marqué Orcs and Goblins dessus, ok. On est prévenu. Et évidemment, le gros morceau du jeu. D'une part, les livres et les aides de jeu. D'autre part, les cartes qui vont composer le jeu. Alors, ce jeu va avoir un reprint une fois qu'il aura livré. Michael a décidé. Ah oui, je vais vous donner le nom après. D'attendre pour faire le nouveau Kickstarter avec une extension et les errata pour cette version-là. Que tout le monde ait reçu à peu près son pledge. Et c'est plutôt sympa de sa part. C'est pas comme Dragory Games avec Tanares, il y en a qui attendent encore leur pledge. Et ils ont balancé leur nouveau KS pour faire la même version mieux. Donc des tables d'aide, vous voyez que ça va être ça. Le jeu, on va avoir beaucoup de tables comme ça, un peu à la manière de, il y a For Against Darkness, beaucoup de jeux comme ça, solo, où on va lancer des dés, et puis en fonction du truc qu'on va chercher, c'est une treasure table, en fonction du type de meuble dans lequel on cherche, on trouvera, il y aura différentes choses qu'on pourra trouver. Donc ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien, parce que c'est très contextuel. Dungeon Exploring, donc une aide de jeu qui résume à peu près l'exploration de donjons. Vous voyez qu'il y a beaucoup de texte, hein, c'est pas... Il y a très peu d'illustrations dans le jeu, vous allez voir qu'on a très très peu d'illustrations, mais et beaucoup de texte. C'est aussi... C'est un projet personnel et c'est un projet qui a vu le jour. Donc ici, c'est une aide pour justement mettre pour chaque personnage. Donc là, en plus, on va pouvoir écrire dessus avec un feutre. C'est qu'on a, vous voyez, l'équipe va faire 4 personnages et on va pouvoir mettre des statuts pour les 4 personnages et ainsi de suite, dodge, weapon, et ainsi de suite. Voilà. Ça permet de suivre peut-être plus facilement. Les feuilles de perso. Donc les feuilles de perso, il me semble qu'il y a les 4 archétypes. Non, ah si, voilà. Ici, on va avoir une sorte de nain barbare. Elles sont belles, hein, les feuilles. Donc vous avez ces recto verso. Vous avez ce côté-là, et vous avez comme un jeu de rôle. On est vraiment sur du jeu de rôle à ce niveau-là. En plus light, évidemment. On a une sorte de guerrier, un mago, et je crois que c'est... Ah, ici. Dans le guerrier, ici, en fait, le premier, c'était quoi? Je ne sais pas. On a lui. Et voilà, on a 4 personnages illustrés, mais on peut mettre n'importe quel personnage sur les fiches de perso, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on met en version non plastifiée, hein, qu'on va pouvoir écrire plusieurs fois. Toujours un joli papier. The Dark Pyramid, ça c'est une extension, c'est un scénario en plus, il me semble, ou une campagne en plus. Un scénario standalone. La pyramide sombre, noire, comme vous voulez. Le bestiaire. Alors le bestiaire va avoir des illustrations, je dis pas de bêtises. Ah non, si, il va avoir quelques illustrations. Il va surtout regrouper les tables, les caractéristiques des monstres qu'on va avoir. Donc on est dans ce style d'illustration. Il y aura parfois des figurines, des petites illustrations. Et les différentes statistiques des monstres. Hein. Vous voyez que c'est pour expliquer. Beaucoup de tables, une fois de plus. Donc si vous êtes allergique à ce genre d'informations, évidemment ça va pas le faire. Je pense que c'est un jeu qui peut être très très long et frustrant à la fois, à cause des dés, à cause de plein de choses, à cause de l'aléatoire. Donc voilà, on n'a pas trop d'illustrations, finalement, c'est beaucoup de tables de rencontres. Là, c'est orques et gobelins. Qu'est-ce qu'on avait? Les morts vivants. Et voilà, table de rencontre. Encounter tables. Monster tables. Ok. Et donc, il y a beaucoup de caractéristiques, de mots-clés, et ainsi de suite. Von Bros Publishing. Les morts vivants, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les bandits et brigands, ouais, en fonction du type d'ennemi qu'on va rencontrer, on va avoir, finalement, on va lancer un des 20. Je sais pas pourquoi il est marqué un des 20 et qu'on a 51, 52, ok. Peu importe.
Et ici, on va voir, bah, voilà, vous rencontrez des orques, vous lancez un D6, ça fait le nombre d'orques, ils sont équipés d'halbardes et de boucliers, et ils ont d'ailleurs d'armure de 1, il n'y a rien de spécial, et voilà ce que vous pouvez rencontrer. Des reptiles, des elfes noirs, des anciennes... Hop là, des elfes noirs, pas une illustration de elfes noirs, les anciennes contrées. Ok. Ensuite, companions. Donc on peut avoir des compagnons, je crois que ça servira aussi, on peut recruter des mercenaires, c'est-à-dire qu'on peut jouer solo, ne pas gérer 4 personnages, et en fait finalement gérer 2 personnages par exemple, et 2 mercenaires, qui seront plus simples à gérer dans le cadre d'un jeu en solitaire. À voir. Moi j'aime bien avoir des compétences différentes, donc je sais pas si c'est peut-être plus simple de commencer avec des mercenaires, d'avoir ensuite des joueurs. Donc vous voyez qu'on est sur un niveau d'illustration à 0, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'illustration du tout. On est sur l'information et sur du texte en anglais. Quick Reference Compendium. Donc voilà, encore un truc de référence avec des schémas, ennemi attaque, comment on ouvre une porte et ainsi de suite. Comme ça, on va pouvoir suivre plus facilement et s'y référer à chaque fois. Des événements de donjon, des items légendaires, des magic items, des power stones, des armures, des armes, de l'alchimie, vendre, acheter de l'équipement. Un peu comme des Descent Dungeon en fait. On se trouve un peu dans ce genre de truc. Alors, on a un Questbook 1. Le Questbook 1 est inclus, je crois, dans les règles. Et on a un Questbook 2 avec des quêtes ici. Et vous voyez, c'est encore que du texte et pas d'illustration. Hein. Donc, vous voyez, différents scénarios. Et des campagnes. Je crois qu'il y a 1 ou 2 campagnes. Et le gros du sujet, et il faut faire attention à cette couverture magnifique. Voilà, League of Dungeoneers, le gros livret qui fait rêver. J'adore ce genre de bouquin comme ça. Je sais pas, ça fait rêver un bouquin comme ça, avec cette couverture comme ça. Michael Lundstedt, ou Lundstedt, je sais pas comment on le prononce, j'espère que je l'écorche pas. Et voilà, c'est lui qui a pondu tout ça quand même. Alors, il a peut-être été aidé par une communauté avec lui, mais malgré tout, voilà. Il remercie quelques personnes. Ils sont pas nombreux, c'est quand même pas mal du tout. Donc, il faudra une campagne pour relire. Ah, évidemment, ça va pas empêcher les erreurs. Et il y en a beaucoup, je crois qu'il y a pas mal de coquilles, il y a beaucoup d'anomalies d'errata. Bah tant pis, on va rajouter des errata dans le livre de règles, mais vous voyez qu'il est super sympa à prendre en main, à lire. Je crois que le gros intérêt de celui-ci par rapport à For Against Darkness et autres, c'est peut-être, il vous prend peut-être plus en main sur comment on fait au fur et à mesure, les concepts de base, les points d'action, et ainsi de suite. Un exemple de jeu, gérer son équipe, les personnages, on va créer notre personnage, il y a des exemples avec des figurines, donc évidemment, on a des standees dans le jeu, on peut remplacer toutes les figurines par des proxys de figurines, donc tous les standees, on peut vraiment les remplacer, on va pouvoir utiliser, moi j'ai des figurines d'Altar Quest, et j'en ai sur d'autres, avec les Dungeon and Laser et tout, ça peut être vraiment très sympa de remplacer des choses, parce qu'on est sur du classique en termes de fantasy, on n'est pas sur un univers particulier, hein, c'est très générique, c'est aussi peut-être un peu basique en termes de lore, d'univers, mais ça demande d'être enrichi peut-être. Une fois qu'il y a tout est posé, le système est posé et tout, on peut imaginer différentes choses derrière. Voilà. Commencer sa première quête. Et voilà, ce qu'ils vous disent ici, c'est que when you start the game, you should randomize what settlement the party is in. Et ils disent, voilà, on peut se mettre sur un des campements, parmi les 8 qui sont ici, enfin les 7 qui sont ici, parce que les 8, on fait un reroll, et on va se placer quelque part pour mettre notre campement. Et on va partir de là, notre histoire partira de là. Voilà comment on augmente. Academical Skill, Magic Items, Alchemy, les potions, les prières, les enchantements. Vous voyez que c'est quand même super complet. Into the Dungeon. Donc voilà, on dit comment on place le dungeon. C'est super bien illustré malgré... Enfin, il n'y a pas d'illustration magnifique comme on peut avoir dans Tanares par exemple. C'est très complet, c'est beaucoup de texte. C'est ce style de jeu. Mais par contre, je trouve que le papier est super agréable. Je dis pas souvent ça, hein, des bouquins. À tourner, le papier est super agréable. C'est
C'est pas du PQ, mais c'est à la douceur du PQ et un peu de résistance. C'est pas laqué, c'est très très cool. Et c'est illustré, c'est un peu de couleur. C'est très, le contraste c'est super sympa. Cette couleur de fond là, de papyrus ou parchemin, voilà. Et où on s'explique différentes choses. Alors peut-être, je suis pas sûr qu'il y ait un index, mais il y a un livre de référence, vous savez. Le combat, la zone de contrôle. Alors quand on va arriver sur le combat, c'est un combat complexe. C'est pas le combat où on va lancer 2 dés et on se débrouille. Il y a plein de trucs à prendre en compte. J'espère quand même qu'il sera un peu moins complexe que celui de John Universalis, que je trouvais pas amusant, moi. Enfin, du moins, si j'avais envie d'avoir complet, c'était beaucoup de choses à prendre en compte, ou alors il fallait décider de, bah voilà, ce modificateur-là, je le prends pas, et ainsi de suite. Donc ici, on a quelques-uns. Bon, je me dis que ça va aller. Voilà, on attaque un ennemi qui est au sol, on attaque par derrière, on a un avantage de hauteur, l'ennemi a une rapière, ok. L'ennemi a une arme ainsi de suite. Bon, on va voir, au cas par cas à chaque fois. Comment agir avec les ennemis. Oh, c'est super. Le voyage, les campements, ouais, les trucs de points de mouvement, et ainsi de suite. Les différents lieux sur la carte. Non, très, très... Et puis, une petite histoire comme de certains lieux. On peut combattre dans des arènes. Ouais, il y a plein de choses. On peut vraiment... C'est vraiment un jeu de rôle solo, prévu pour du solo. Et tout est dedans. Et vous allez pouvoir jouer avec ça, en fait. Donc vraiment, comme on va apprendre, comme Descent Dungeon, un peu dans cette veine-là, avec une qualité, là, sur cette édition qui est vraiment super sympa. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder d'abord les cartes. Alors les cartes, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à dire dessus. Mais on peut un petit peu. Donc évidemment, c'est vraiment un jeu de niche. On n'est pas sur sur les derniers trucs que j'ai pu... Même Tanares, finalement, est relativement de niche parce qu'il a du matériel pléthorique et de la figurine et tout. Mais c'est quand même pas le jeu le plus simple non plus. Je parle d'aventure, hein. Arena est très simple, je trouve, à côté. Tanares, il a vraiment pris du poids dans le gameplay. Déjà dans l'arène, il y a des choses en plus. C'est moins linéaire, en fait. Donc c'est moins séquentiel, je dirais, dans l'exécution, même si on s'y retrouve quand on a déjà joué à Arena. Par contre, tout ce qui est en plus, les règles en plus dans Tanares, pour la gestion du campement, pour la gestion du monde, et ainsi de suite, les différentes phases, c'est un peu plus... Et puis la gymnastique qu'il y a à faire entre les bouquins qui vont essayer de corriger avec leur ultimate Tanares, ouais, c'est moins abordable, je trouve. Si je dois revenir, par exemple, j'ai fait un unboxing là, de Tales from the Red Dragon Inn, je pense que ce sera plus simple. On sera sur du petit dungeon crawler. De l'intermédiaire, on a School Tales. Enfin, j'ai pas encore vu les nouvelles règles, mais voilà. Ici, on va être sur quelque chose de plus complexe et de plus austère, parce qu'il y a moins d'illustrations, c'est moins simple, c'est moins bling bling. Donc ici, on a des cartes de monstres. Vous voyez, par type de monstres, elles sont triées par Beast, Undead, Quest Monster, donc ils seront réservés les Quest Monsters, ils sont séparés. Et donc les Undead, on a quand même une sorte d'histoire de mort-vivant. Les Beasts, on a une araignée. Les monstres magiques, on a une sorte de dragon dessus. Les orques et les gobelins, bah voilà. On a une illustration pour le dos, pour le type de monstre. Et par contre, ici, on aura voilà, les monstres en question, avec leur description. Alors, il me semble que ces cartes-là viennent remplacer le tirage aléatoire dans les tables. On va pouvoir tirer une carte. Alors, soit ça sert à ça, soit ça sert à suivre le combat et les différents points de vie, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les cartes de monstres. Vous voyez qu'on a quand même un bon paquet. On a des trésors. Et donc, clairement, si vous cherchez un dungeon crawler qui soit simple, bah, c'est pas celui-là. Qui soit bien illustré, c'est pas celui-là. Voilà, déjà. Mais je pense que ce jeu est connu des gens qui suivent un peu la chaîne du Dungeon Dive, qui regardent un peu les forums sur ces jeux-là, et donc ils savent très bien, ils sont déjà pledgés, ils attendaient le jeu avec impatience. Donc là, on a des cartes de trésors. Donc il y a un petit paquet de cartes trésors, Wonderful Treasure. Pas d'illustration, pareil. On va avoir un nom, une petite description. Voilà, a piece of extraordinary plate armor with magical properties.
Simple. Et du coup, pour le coup, ici, on va... puisqu'en fait, quand on va tirer ça, je pense qu'on va le noter dans son équipement, on va pas garder la carte. Ça aussi, c'est pas ergonomiquement, c'est plus sur du jeu de rôle que... Et encore, le jeu de rôle, maintenant, je crois qu'ils ont plus de matériel qu'avant. Et donc, on va lancer le dé, on saura ce qu'on a, on va noter ce qu'on a gagné sur notre fiche de personnage, et voilà. D'accord, ça sert à faire le tirage aléatoire, en fait. Donc ça, c'est les Wonderful Treasure, et on a du Fine Treasure, on a différents types de trésors. Une relique religieuse. Une relique religieuse, c'est un peu une potion suprême, des outils d'alchimiste, et après on a des Mundane Treasure. Ah, ceux-là, ils ont une illustration. Non. Ah, ok. Et dans les cartes qu'on peut tirer, donc par exemple, je vais tirer un Mundane Treasure, et on va avoir Wonderful Treasure. Et du coup, on va laisser celle-là, on va tirer une carte sur l'autre type de trésor. Je vous dis, je pense que c'est un jeu qui est quand même bien pensé, bien réfléchi, qui a peut-être un petit défaut de réalisation parce que c'est un jeu complexe. C'est un jeu complexe. C'est un jeu complexe à mettre en place, à penser à tout à chaque fois, à tout corriger. C'est pas évident quand il y a beaucoup de texte, quand il y a beaucoup de règles et beaucoup de descriptions d'armes, de choses comme ça. Quand vous faites une correction quelque part, de tout remettre à niveau. On n'est pas forcément sur un programme qui automatise tout, et c'est complexe. Et voilà, et ça crée des erreurs, et moins on est nombreux à faire ça, plus il y a de chances d'erreur, et c'est ce qui s'est passé. J'étais un peu déçu la première fois que je l'ai appris, je me suis dit, je pensais que ce serait plus carré. Et puis après, je me suis dit, c'est pas grave. Après, c'est le genre de jeu qu'on adapte à soi. Donc, après, une fois qu'on a décidé qu'on jouait d'une certaine façon, on va s'y tenir. Ça, ce sont les sorts, donc voilà. Ça, c'est un sort pour récupérer les morts, pour les remettre debout. Un sort de nécromant, quoi. Life Force, Into the Void. Voilà, on peut invoquer un démon supérieur. Et vous avez la description, par contre, là. Ça vous dit comment le placer, ainsi de suite. Donc tous les sorts, c'est pareil, on n'a pas d'illustration du sort. C'est du texte, une description de ce que fait le sort. Et là, ça vous donne l'effet, et ainsi de suite. Ouais, c'est sympa. En fait, ce qui est sympa, c'est justement cette découverte de toutes ces cartes. C'est-à-dire qu'on ne va pas les connaître en avance. Et puis, au fur et à mesure du jeu, on va les rencontrer. Et puis, on tombera de temps en temps sur certaines cartes. Ce qui me plaît aussi dans le jeu, c'est qu'il va y avoir cette cohérence. C'est pas que comme Descent, par exemple. Descent Dungeon et Descent World, qui avait fait la passerelle pour avoir qui représente ça, en fait. Où on est vraiment sur ce genre de jeu où on va créer le monde. Et dans Descent World, on le génère au fur et à mesure. En plus, on le génère un petit peu en avance, puis on voyage dessus, on le découvre. Ici, il est déjà un petit peu créé. Mais on avait cette passerelle entre je voyage, je rentre dans un donjon, il arrive des choses, je fais une quête quelque part. Ce qu'on va retrouver dans Malia. Mais je sais pas quand, par contre. Malia. Je pense que Malia, ils ont sous-estimé tellement ce qu'ils allaient faire que je sais pas quand est-ce qu'on l'aura, ce jeu. Mais Malia, ça va être ça aussi. J'espère qu'il fera pas un flop, ce jeu. Parce qu'on se retrouve sur de l'exploration en monde ouvert, du land crawler. C'est vraiment le mix land crawler, dungeon crawler et de l'aventure et ainsi de suite. Donc là, on a des travel events, donc dans le désert, dans les terres sauvages, sur les routes, et avec une description de ce qui se passe, et voilà, et la conséquence en termes de gameplay. Pareil, pas d'illustration, pas la peine. À la façon d'un jeu de rôle ou d'un livre dont vous êtes le héros, ça va se passer dans notre imagination. Et ma foi, ça nous change un peu aussi. Maintenant qu'on est habitué à tout ce qui est jeux vidéo très détaillés, les séries, les choses comme ça, je pense qu'il y a suffisamment de terreau pour que l'imagination puisse s'accrocher dessus, sur des descriptions, sur des monstres. Ah, l'exploration de donjons. Donc on a des cartes exploration, et les cartes exploration, il me semble qu'elles ne seront pas toutes en aléatoire, c'est-à-dire qu'on va nous dire dans une quête précise, je sais pas, je peux peut-être le retrouver ici d'ailleurs, que c'est un côté sympa de la chose. Exploration, où est-ce que je vais le trouver? On a le nombre de tuiles, des choses comme ça qui vont nous dire, ok, vous allez prendre des cartes exploration. Vous voyez qu'il y a des indices dessus, c'est 3, c'est 5, c'est 1, c'est 11. Il y a un nombre de portes ou d'ouvertures. Et en fait, c'est ça qu'on va tirer au hasard. Et c'est ce qui va créer le plan de donjon, en fait. Avec une description de la salle aussi.
Donc on ira prendre la bonne tuile, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va avoir une exploration de donjon aléatoire, et ça me plaît, ça j'aime bien, ça pour le coup. Là on est sur du dungeon crawler, pas comme Tales of the Red Dragon Inn. On va découvrir le donjon réellement. Ça te fait de plus en plus rare. C'est complexe à gérer, pour garder de la cohérence et un peu d'équilibre. Ici on sait très bien que justement il n'y aura peut-être pas autant d'équilibre que ça, puisqu'on peut se retrouver dans des cul-de-sac, repartir en arrière, faire une mauvaise rencontre, et mourir dans d'atroces souffrances. Ici, ce sont les mercenaires, donc on va avoir des mercenaires avec des noms et des caractéristiques, ce qui évitera de gérer normalement une feuille de personnage en plus. Alors, on a du classique, un wizard vétéran, voilà. Ils n'ont pas de nom d'ailleurs, s'il y en a qui ont des noms. Il y en a qui ont des noms quand même. Ça en fait un paquet de cartes hein, quand même. Encore des cartes exploration, je ne vois pas. Des cartes de piège, à voir comment ça va fonctionner. Magic et des cartes d'aide de jeu, pour résumer le tour de jeu et ainsi de suite. Et enfin, pour terminer avec les cartes, on a des petites cartes. Ah, c'est les cartes d'équipement. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il n'y aura pas d'illustration dessus. Voilà, les cartes d'équipement, vous aurez une description, ce que ça fait comme effet, et c'est tout. D'accord, pas d'illustration là-dessus. Et ce sera pareil pour les autres cartes, évidemment. Voilà. Comme ça, si c'est pas le genre de truc qui vous plaît, vous êtes fixé complètement. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit regard sur sur ce qu'on va avoir sur la table finalement? Je sais pas comment je vais ranger tout ça à la fin. Ça va être complexe. Ça va être complexe. Donc on va avoir ce genre de choses à regarder, les standees. Et on va regarder un peu tout ça. Vous allez dépuncher avec moi. Alors, on va commencer par le début du début. Il y en a du matos aussi. Je crois qu'on est sur un niveau encore au-dessus de Dungeon Crusade en termes de matos. Alors, moins d'illustrations par contre. Dungeon Crusade, on se rend compte que c'est aussi le projet Dungeon Crusade, c'est le projet d'une personne, aidé avec des illustrateurs et tout, mais qui en plus de ça, alors moins complexe aussi, mais avec des illustrations, quoi. C'est beaucoup de choses, des illustrations uniques. Et donc voilà les tuiles. Et ma foi, les tuiles, elles sont plutôt merveilleuses en termes d'illustration. C'est vraiment super sympa. C'est du dessin. On n'essaie pas de faire du réaliste. En fait, c'est très très sympa. Petite tombe. Donc là, c'est la même chose des deux côtés. Donc voilà, on a du couloir, de la salle. Parce qu'on différencie corridor et room, je pense. Là, il y a un corps par terre. Elles donnent un effet sympa, je sais pas, alors, je regarde sur la vidéo un petit peu. Un aspect 3D qui est plutôt sympa quand on le voit comme ça. Là, il y a du corridor. Est-ce que je vais avoir autre chose que du corridor? Voilà. Encore un petit cadavre. Donc, différentes formes de pièces qui vont se mettre les unes derrière les autres au fur et à mesure qu'on va découvrir le donjon. Celle-là encore bien sympa. Il y a toujours des cadavres dans les pièces, hein, par contre là. Je pense que c'est de la pyramide, parce qu'il y a une sorte de scénario de campagne pyramide noire, et j'ai l'impression que c'est plus dans cet univers-là. Ah non, c'est du 2D, c'est à plat. Ça manque de relief, mais voilà, vous avez des belles petites cases. Et pour le coup, dans ce jeu, on a une orientation du personnage. Donc, et vous allez voir que je vous ai bien parlé de standees et pas de figurines, et qu'on a une orientation de personnage. Alors parfois, on peut avoir des jeux avec figurines qui se foutent complètement de l'orientation. On peut être de dos et attaquer, il n'y a pas de souci. Donc oui, ça se dépunch super facilement. On verra bien si elles doivent ou pas sur le problème. Ah, je vais pouvoir utiliser aussi. J'ai d'autres. Je sais pas avec quel jeu j'avais récupéré des petites choses pour essayer d'accrocher les tuiles entre elles. Je verrai si ça marche avec celui-là, ce serait super bien. Sur le jeu, on dirait une boîte de sardines de la momie là. Donc là, on est sur du. Je suis sur de l'égyptien, j'ai l'impression. Et on a fini cette tuile là. Et vous voyez que voilà, j'ai un bon tas de tuiles.
Voilà. On parle de variété de donjons. Je crois qu'on y est. Parce qu'il reste encore ça. Il reste encore beaucoup de tuiles. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les paquets de tuiles là. Mais... On est sur un jeu, sur un système où on va pouvoir rejouer à l'infini avec les quêtes aléatoires et tout comme ça. Et nous empêche de faire une quête, n'importe laquelle, de créer un donjon en aléatoire. On a de quoi faire. Et vous avez toutes les salles qui seront déjà présentes. Alors, ces recto verso, elles ne changent pas trop entre le recto et le verso. Il n'y a pas trop d'écart, les deux font la même chose, donc je ne sais pas s'il y a un intérêt vraiment d'avoir du recto verso. J'ai l'impression d'avoir des salles comme dans Ultima, le jeu de rôle PC. À la grande époque, d'autres couloirs. Toujours la même chose en recto verso. Bon, ça permet de changer l'orientation. Hop. Là, je crois qu'il ne faut pas marcher dessus. Hein. Un couloir avec un escalier au bout. Donc je sais pas comment ça sera amené cette fois-ci. Ça va être à chaque fois, ça va correspondre à une carte ou à un type de carte. Oh là 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 là. On en a. Encore une pièce bien décorée. Abîmée. Une grande pièce où il peut y avoir plein de monstres. Il y a vraiment des grandes tuiles. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir deux identiques. Alors évidemment, après, ça reste des grilles. Je sais pas comment ça se passe quand il y a des... si ça compte, en fait. Je sais pas si c'est que graphique, si ça compte, si les obstacles comptent, mais je pense que oui. Hein. Je pense que ça compte comme des obstacles. J'espère. Hein. Donc là, avec des toiles d'araignée. Des grandes salles, toujours plus jolies. Ah, cette fois-ci, on a un recto verso différent. Et ça y est, on l'a trouvé. Je continue parce que comme ça, je découvre ensemble. De toute façon, je sais très bien que dès que ça vous gave, vous accélérez ou vous quittez la vidéo. Donc, c'est pas très grave. Ici, on a encore une pièce. Je sais pas ce qu'il y a dessus. J'ai du mal à voir le... Je sais pas si c'est de la torture ou de l'embaumement. Ah, j'ai un petit plieur sur ma RX. Bon, c'est pas très grave. Petite pliure sur le plateau, sur la tuile, mais ça va. C'est vraiment... je suis... j'ai vu des unboxings dessus, j'ai vu ce qu'il allait y avoir, mais de voir le nombre de tuiles qu'il y a, là, c'est juste hallucinant. Alors, je suppose que de toute façon, dans les cartes, on n'a pas autant de détails et de différences, donc ça, peut-être pour certaines pièces, mais ça veut dire qu'une tuile carrée, je peux prendre n'importe laquelle, j'imagine. À voir. Donc là, on a les deux orientations. Ici, avec de la lave dans un coin, et la lave dans l'autre. Ah non. Je ne veux pas vous affoler. Voilà, on est déjà là sur les tuiles. Hein. Voilà, rien que ça. Et là, on a des plus petites tuiles. Plus petits couloirs, plus petites tuiles. Ça se dépunch super bien, vous le voyez. Peut-être pouvoir zoomer en fait. Ah, un peu plus de couloirs. C'est la récolte. C'est la récolte des couloirs. Donc là, on n'est que sur des couloirs. De différentes tailles. Il y a même un peu d'extérieur, il y a de l'herbe là. Ah, des changements.
Et ça s'arrête pas. Et on arrive enfin à la fin du truc où on a une grande pièce. Donc là, par contre, c'est pas de la tuile, c'est une grande pièce comme ça. Il n'a pas fait de découpage sur celui-là. À la limite, on peut le faire. Waouh! Waouh! Et ça, c'était des pièces, donc du coup. Hein. Voilà. Ah, on peut voir aussi un peu plus de décor, c'est qu'on a des scènes comme ça, un peu comme c'était fait dans Folklore, The Affliction. Donc voilà, vous avez différents lieux en extérieur. Donc vous allez pouvoir avoir des combats en extérieur aussi. D'accord, on ne sera pas que dans des donjons, on va pouvoir avoir des choses qui se passent sur des campements, dans différentes situations, et c'est bien sympa aussi, ça nous sortira un peu d'avoir des extérieurs. Donc là, il n'y a pas d'exploration, je pense que ce sera un plan fixe. Peut-être qu'il est représenté par plusieurs choses, hein, on peut très bien imaginer ça. Hein. Et avoir un grand champ de bataille, une grande rencontre à l'extérieur, dans une ville ou peu importe. Donc ça, c'est pas mal du tout. En fonction du type de terrain. Il n'y a pas une grosse variété de type de terrain, mais quand même. De toute façon, on va voir la carte, il n'y a pas non plus des masses. On va passer rapidement, on va sur les portes et sur les tokens. Hein. Il n'y en a pas tant que ça, des tokens. Parce que de toute façon, c'est un jeu qui va jouer avec des dés, il fait les personnages. Donc il y a quelques tokens, blessures, des trucs qu'on peut retirer du sac au hasard. Donc ça, je vais faire l'impasse. Les portes fermées ouvertes, voilà, vous les avez vus en plastique, on les a en standees aussi. C'est pas mal. Et on va voir les standees qui représentent les personnages et les monstres. Pour terminer cette vidéo sur League of Dungeoneers. Alors, tout à l'heure je vous disais, c'est un jeu avec des standees, mais il y a l'orientation dans le jeu, elle compte. Et oui, elle compte. Et je vais vous prendre, on va prendre qui? Je vais en prendre un au hasard. Je vais en prendre un gros d'ailleurs. Voilà. Il est pas mal celui-là. C'est un giant, il y a son nom dessus. Et oui, il a le dos. Donc on va pouvoir orienter les figurines avec des standees qui sont super recto verso, avec une face et un dos. Et ça, c'est beau. Et donc je vais sûrement faire comme j'ai fait dans Dungeon Crusade. Dungeon Crusade, on avait besoin, le jeu, on gérait l'avant des monstres, pour savoir dans quel sens ils avançaient et ainsi de suite. Par contre, il n'y avait pas de sens dans les standees. Donc il fallait trouver une ruse au niveau du socle pour indiquer une direction, ou la façon de poser la figurine, c'était un peu moyen. Mais bon, après, c'était un jeu qui n'était pas non plus... c'était pas le plus gros jeu du siècle en termes de production. Hein. Le jeu est super bien. Dungeon Crusade. Et celui-là, bah voilà, vous avez standees avec les deux côtés. Et c'est la classe. Et l'illustration, je sais pas, vous voyez l'illustration, comment elle est belle? Surtout sur une grosse figurine comme ça, on la voit bien. Après, j'ai toujours peur que ce soit toujours un peu trop sombre, mais en fait, j'ai l'impression que les personnages en sortent super bien. Même les petits personnages. On va retrouver d'autres personnages, là. Vous avez Halfling Warrior. Vous avez même son sexe avec. Puisque vous allez pouvoir voir différentes... Quand vous allez faire d'autres personnages, je crois qu'il y a les différentes combinaisons de personnages qui existent. Blom the Mad. Donc lui, il a un nom, donc il faudra sûrement le garder de côté pour retrouver les personnages qui ont des noms. Une araignée géante. En plus, c'est bien épais. C'est pas mou. Ça se dépêche super bien. Gigantic Spider. Ah bah elle, pour le coup, c'est sa face avant, ça? Ah oui, ça c'est devant. On a un peu plus de mal à la voir, par contre. Et le dos. De toute façon, il y a le nom sur la face avant, en plus, donc on va pas se tromper. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Des momies. Une momie de devant et de dos. Très très classe. Je pourrais passer, mais je vais essayer de regarder un petit peu ce que je trouve vraiment très classe. Fallen Knight, Sorion. On a Ulrich, le prêtre de guerre mort-vivant. Oh, c'est pareil, le de dos et de face. Très, très classe avec la forme du standees. C'est super joli. C'est super joli. Donc évidemment, il faut les standees, il va falloir les trier parce que ça va être le jeu de retrouver les standees au fur et à mesure. Donc il va falloir trouver un bon moyen de trier ça. Un Blood Demon. C'est sympa, hein? Et oui, donc ce que j'ai dit, je vais faire comme Dungeon Crusade, je vais passer du feutre. Alors je pense que je vais le faire au fur et à mesure que j'utilise les standees, je vais leur passer du feutre et ça donne un effet super sympa. Ça retire l'effet carton. C'est un effet, je vous conseille de faire ça quand vous avez des figurines avec du tour noir comme ça.
C'est très classe. Oh, regardez celle-là, là. Un golem de pierre. Ils se dépunchent tous tout seuls très facilement. Beastman Guard. Elles sont super détaillées, les illustrations, et elles ressortent très bien. En termes d'impression, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une perte. Vraiment, enfin, c'est du beau travail en termes d'impression. Je suis assez épaté. Alors après, on a toujours le phénomène, c'est que voilà, on est sur un tour noir. Alors ici, sur la vidéo, ça ressort mieux quand même, mais c'est sombre, malgré tout, c'est un peu sombre. À voir sur le plateau comment ça sera. Et c'est un petit peu sombre sur les personnages sombres, normal. Mais voilà, on a la forme qui suit le corps du personnage. C'est très très cool. Vous vous rendez compte le nombre de standees là, j'en suis à 2 planches. Il y a une 3e planche ici. Il y a un sphinx. Une wyvern. Une salamandre. Choi. C'est quoi, c'est une harpie? Et le dos. Pour tous les standees, vous avez ça, hein, recto verso. On a Après, c'est du classique. Hein. Vous avez l'orc, le chef orc. Ben, ils sont classe. Hein. Ah, c'est super classe. C'est vrai que les figurines, c'est sympa, mais je trouve que quand on a des standees qui sont... Vous voyez qu'on n'a pas eu d'illustration. Hein. On n'a pas d'illustration. C'est ça qui va faire figure d'illustration sur les personnages, sur les ennemis. Et c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Puis là, on n'a pas besoin de les peindre. J'ai tellement de retard sur ma peinture que... On a une brute orc. Ils sont grands, les orcs, j'ai l'impression. On a du squelette, on a du goblin, on a un bestiaire de malade quand même. On a du barbare. Là, je pense qu'on a tous les personnages, Elf Warrior. Donc, il y a des planches où on va avoir que ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va très peu les utiliser parce que ça va être les possibilités qu'on a en création de personnage entre la race et la profession. Et vous devriez y retrouver en fait, vous allez avoir toutes les combinaisons de race, profession, sexe en standees. Alors bon, ce sera pas exactement le personnage qu'on rêverait, mais voilà, ça peut être super cool. Le Warrior Elf. La Warrior Elf, de dos, de face. Respect pour le nombre de standees, quoi. Et pour l'édition, enfin pour la qualité de l'impression aussi. Hein, un mercenaire alchimiste, même pour les mercenaires, vous aurez des standees. Non. C'est du carton bien épais, très belle qualité. Très très belle. Oh là là, on n'est pas en reste avec ça. Je pensais vraiment utiliser les figurines d'Altar Quest, je me pose la question encore. Les standees sont sympas. Alors évidemment, on est sur un environnement 3D, j'aurai les portes. Je sais pas si du coup si j'utilise les portes, ça va pas faire bizarre avec les standees. Ouais. C'est un dilemme. Le Beholder, alors il vaut pas celui de Tanares, mais il est très sympa aussi. Enfin, leur cœur. Très cool. Très très cool. Un gnoll. Juste très... Oh là là, bien encore. Hein. Vous vous rendez compte? Et on va terminer. Il y a encore 2 planches ici. Un peu plus de... Il y a des gros monstres. Je les passe comme ça. Je pense que ça suffit. L'ogre... Chef ogre là, il est énorme. Énorme. Il y a un élémental d'air devant là. Et il y a même un dragon. Alors le dragon il paraît petit par rapport aux autres personnages. On a une sorte de... un Greater Demon qu'on peut conjurer d'ailleurs, qu'on peut invoquer. Ceux-là ils sont peut-être petits par rapport à d'autres. Mais... Oh, le Bloated Demon là. Bon voilà. Et c'est là-dessus qu'on va terminer l'unboxing de League of Dungeoneers. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.